Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Char, le chef économiste de Lombard Odier. Bonjour Samy. Bonjour, vous allez bien? Eh bien vous-même. Très bien, merci d'être là avec nous. Alors, juste avant, je ne sais pas si vous avez écouté, on était avec Le Monde, on parlait du secteur automobile en France. C'est difficile parce que tous les économistes nous disent, voilà, la reprise, alors on est passé par toutes les lettres de l'alphabet, le V, le U, le W, le L, le whoosh, Nike. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui du côté, encore une fois, du côté de la production, du côté de la consommation, notamment en France, mais pas seulement? Est-ce que ça repart? Est-ce que c'est trop tôt pour le savoir quand on voit les chiffres, encore une fois, des ventes de voitures? Plus 1% au mois de juin, alors qu'il y a eu 2 jours ouvrés en plus. Après, effectivement, il m'expliquait que là, en Espagne, en Italie, ça a baissé au mois de juin les ventes de 30 ou 40%. Donc nous, quand on fait plus 1, on se dit c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas d'une violence inouïe, quoi. Ouais, je vais rajouter un symbole, du coup, David, si vous me le permettez. C'est un peu cette reprise en racine carrée. C'est-à-dire une reprise en 2 temps. Il y a un premier temps où la reprise est très très rapide, ça fait comme un V, parce qu'en fait il y a un truc binaire, on part d'une économie fermée à une économie qu'on ouvre, donc du coup les indices de mobilité, la consommation d'électricité, la production, la construction, tout ça repart très 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 vite, un petit peu comme votre invité l'a mentionné, mais après on sent bien qu'on va rentrer dans la phase difficile de la reprise, celle beaucoup plus laborieuse, donc qui est l'effet stagnant quelque part de la racine carrée, où tout ce qui est restauration, loisirs, tourisme, transport, ça va être beaucoup plus laborieux pour revenir aux tendances d'avant-crise. Donc ça veut dire quoi? Enfin, je comprends, mais sur la consommation par exemple, la production et consommation, dans le monde, en Europe, en France, qu'est-ce qu'on voit? Parce que globalement, on juge sur des indicateurs de confiance, le moral des consommateurs, des patrons, indice de directeur d'achat, blablabla. C'est bien, c'est important, mais dans les données en dur, c'est trop tôt pour voir comment ça rebondit? Oui, il y a 2 choses qu'on arrive à voir quand même. D'abord, on va se concentrer sur le chômage et on peut quand même dire une chose importante, c'est que le pire est derrière. Il y a eu quand même de la destruction, il y a eu du dégât économique au niveau de l'emploi lié au choc du Covid, mais enfin, tout porte à croire que le pire est derrière et que on va peut-être améliorer la situation. Mais on va pas l'améliorer entièrement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un dégât résiduel qui va rester. Et le deuxième élément qui est très important à regarder, c'est la capacité de consommation des ménages. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir d'achat a été affecté? Et c'est là où quand même le soutien des politiques fiscales est très important. Oui. Et d'où les fameux 75 milliards d'euros d'épargne mis de côté par les Français. Mais on ne sait pas s'ils vont le dépenser. Tout l'enjeu est là. Est-ce qu'ils vont le dépenser? Comment et quand? Alors, ce qui est très important, c'est qu'ils ont la capacité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte de pouvoir d'achat aussi marquée que ce que le choc économique qu'on a eu aurait pu donner. Donc, on sent qu'on a eu un filet de sécurité. Ils vont peut-être pas le consommer tout de suite, mais en tout cas, la capacité de consommation est là. Donc, c'est vrai, il y a une surépargne, David, c'est sûr, mais on se dit que si les choses s'améliorent dans les mois qui viennent et que la confiance revient, il y a quand même une capacité qui est un tout petit peu plus intacte, encore une fois, que ce qu'elle aurait pu être. Et c'est très important de maintenir ces politiques de soutien tant que l'entièreté des dégâts n'a pas été réparée quelque part. Quels sont les indicateurs ou chiffres en dur qui sont encourageants pour vous et ceux qui sont trop poussifs ou un petit peu décevants? France, Europe, États-Unis, même Chine, allons-y. Alors, la première chose qu'on va regarder, ce qui a beaucoup changé dans cette crise, c'est la capacité à regarder des données à haute fréquence, qui sont des données quotidiennes, le choc a été tellement violent et tellement rapide qu'on s'est tout de suite concentré sur les données quotidiennes. Normalement, on regarde beaucoup des données hebdomadaires ou mensuelles, mais enfin, comme tout se passe au quotidien, ces données mensuelles aident peu finalement. Alors, la consommation d'électricité, par exemple, ce sont des choses qu'on a au quotidien. La mobilité, ce sont des données qu'on a aussi au quotidien. Est-ce que les gens vont au travail? Est-ce que les gens vont dans des magasins? On a aussi la pollution, la circulation. Voilà, ce sont des choses qui permettent de diagnostiquer l'économie au quotidien. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Le rebond est incroyable. Encore une fois, cette première partie de la reprise est un V. On part vraiment d'une économie qui était fermée et on l'a réouvert. Et donc, très, très rapidement, on a une amélioration au niveau de ces données qui est phénoménale. J'entends, mais les ventes de voitures en France au mois de juin, c'est plus 1% avec 2 jours ouvrés en plus. Donc moi, il n'y a rien de phénoménal là-dedans. Si je vous donne un composite de ces indicateurs quotidiens qu'on regarde, si on dit que 100%, c'était là où on était avant Covid, on est tombé aussi bas que 50%. Donc, on a perdu la moitié de notre activité économique pendant la période de fermeture. Aujourd'hui, on est de retour à 80%. Donc, ça veut dire qu'on a fait 100, 50, 80. On n'est pas revenu à 100%, mais enfin, on a quand même bien rebondi depuis les bas d'il y a quelques semaines. Après, encore une fois, quand le FMI nous dit
qu'au niveau mondial, pour le coup, on sera à moins 4,9 cette année et plus 5,4 en 2021, ben ça fait 2 années, ça fait année blanche sur 2 ans, quoi. Hein. Et oui, c'est la racine carrée un petit peu qu'on promeut hein, comme idée. C'est-à-dire qu'on est tombé très bas, on C'est arrive à 2 ans de remonter. perdu, quoi. Hein. Voilà, on arrive à remonter à 80-90% de l'activité, mais retrouver les 10% résiduels, notamment dans les secteurs dont on vient de discuter, ça va être effectivement compliqué. Donc, ça va laisser quand même des traces. Et c'est pour ça, encore une fois, que nos économies ont besoin encore de soutien. Que je comprenne, Samy, on retrouve le niveau d'ici 1 an ou 2, le niveau d'avant, mais il y a tout ce qu'on a perdu. Et sur les voitures, on va finir en France à entre moins 20 et moins 30, nous disent les experts. Ça, c'est perdu. Hein. Oui, c'est exact. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on va revenir à nos tendances d'offres et de demande, et ça va mettre du temps, hein, fin 2021, peut-être 2022. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très important, David, c'est que on a quand même eu un soutien monétaire et fiscal sans précédent. Donc, ça vient quand même remplir un trou. Vous avez un multiple du plan Marshall, donc le plan Marshall hein, qui a aidé à reconstruire l'Europe. Vous avez un multiple de ce plan Marshall dans le système aujourd'hui. Vous avez un multiple de ce qui a été mis pendant la grande crise financière et la crise souveraine européenne dans le système aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une partie de l'activité qui est perdue, mais il y a quand même des filets de sécurité très importants qui ont été mis en place. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour justement inciter les consommateurs? La confiance, c'est la base de tout en économie. Comment on fait pour rendre la confiance ce matin en France, Olivier Véran, ministre de la Santé, disait que le gouvernement avait un plan et que pour éviter le reconfinement généralisé, en cas de problème, qu'on serait sur du truc localisé. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la confiance? Alors, Pousser les consommateurs à consommer justement ce bas de laine, cette épargne mise de côté, 75 milliards en 4 mois. Oui, la première chose, c'est qu'on est dans une crise sanitaire et il y a des outils qu'on peut utiliser pour contenir la pandémie. Le fait de tester, suivre la population, agir en grappe, hein, ce qu'on appelle ces clusters, la capacité hospitalière, et puis une discipline de la population, ça donne confiance. On voit qu'il y a ça en Europe, il n'y a pas ça aux États-Unis. Donc, quelque part, les Européens peuvent se sentir un tout petit peu mieux protégés par la réaction des autorités. Et la deuxième chose pour amener la confiance, c'est qu'il faut avancer sur le terrain médical, que ce soit par des traitements médicaux efficaces ou peut-être par des vaccins, mais on sent bien que c'est une des rares crises où potentiellement le temps joue pour nous, parce qu'on est en train d'améliorer notre compréhension du virus et on est en train de faire quand même des percées au niveau médical. Et lorsqu'on aura un vaccin, peut-être que la confiance reviendra en plein. Sur la situation sanitaire et son impact économique aux États-Unis, parce que là, pour le coup, on est sur 50 000 nouveaux cas, j'ai vu hier, de contamination, des bars qui referment, des restaurants qui referment, des salles de concert qui referment en Californie et pas seulement, États du Sud et de l'Ouest. Ça change la donne. Est-ce que ça a été bien anticipé par les marchés, justement, le fait que ça reconfine en tout cas des mesures de restriction des libertés de circulation aux États-Unis qui reviennent en force? Oui, ça veut dire que la reprise va être d'autant plus laborieuse parce qu'il n'y aura pas cette confiance qui va peut-être se reconstruire en Europe, parce qu'en Europe, on arrive quand même à contenir la propagation de l'épidémie. Les Américains, il faut se rappeler que c'est une décision de politique active de ne rien faire contre le virus. Ce n'est pas vraiment une deuxième vague, c'est le fait que la première vague n'a jamais véritablement été contenue dans son cadre initial. Et cette décision de politique active, on la voit aussi en Suède, par exemple. Donc, il y a une vraie volonté de ne pas utiliser les outils. Et donc, du coup, effectivement, pour la confiance, le comportement des agents privés, ça va retarder ou étaler la reprise. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir si les consommateurs et les entreprises peuvent faire changer les autorités publiques et les forcer à utiliser ces outils et à un peu plus de discipline. Vous savez qu'il y a des entreprises qui ont fermé des stores, des ménages qui ne vont plus au restaurant. Peut-être que ça peut forcer les autorités publiques à réagir. Ouais. On a eu Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, qui s'est exprimé hier face à Reuters, qui nous dit qu'il est trop tôt pour parler de reprise généralisée. Il parle de la zone euro. Trop tôt pour parler de reprise généralisée. Il a raison? Je trouve que c'est un peu sévère comme jugement. C'est ce que je m'y attendais parce que quand je vous écoute, ce n'est pas le sentiment que vous me donnez par rapport à lui, à ses propos. Hein. Encore une fois, quand on regarde, et Philippe Lane les regarde aussi, hein, c'est quelqu'un de très intelligent et de très très compétent qu'on suit nous-mêmes beaucoup. Mais c'est vrai que quand on regarde ces indicateurs quotidiens dont on vient de parler, ça reprend quand même partout. Hein. L'Europe est vraiment en train de réouvrir et l'activité économique revient. Je pense que ce que Philippe Lane essaie d'exprimer, c'est qu'on va avoir une reprise, mais une reprise incomplète. Et qu'encore une fois, il y a une partie facile à faire, mais enfin, la partie très très difficile nous attend, qui est de continuer de soutenir tous ces secteurs qui ne vont pas reprendre hein, cette année et qui vont mettre beaucoup plus de temps à se normaliser. Donc, je parlerais plutôt d'une reprise incomplète
que d'une reprise inégale en quelque sorte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les choses sont reparties. Reprise incomplète, et en même temps, il suggère, Philippe Laigne, une pause dans les mesures de soutien monétaire parce que le rebond est en cours, parce qu'il nous dit que les marchés sont stabilisés. Donc voilà, pause dans les mesures de la BCE, c'est intéressant ça. Hein. Je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'il ne promeut pas l'idée de mesures additionnelles, ouais. Ce que je peux respecter. Oui, pause, pas revenir en arrière, mais pause. Voilà, c'est ça qui est très important, ouais. C'est que ce qui a été mis en place doit rester en place. Vous savez, une économie, c'est comme un individu. Si on tombe malade, on va chez le médecin et on va prendre un traitement. Et quelque part, le traitement, on le prend jusqu'à ce qu'on soit complètement remis. Oui. Et peut-être qu'on diminue. Les antibiotiques, c'est 7 jours. Hein. Voilà, et aujourd'hui, nos économies sont encore en souffrance, et donc il faut absolument que le soutien économique et monétaire soit maintenu, au moins jusqu'à ce qu'on se soit un tout petit peu mieux remis de ce choc. Il parle de juin 2021, pour lui, c'est la date, d'ailleurs c'est comme par hasard, hein, c'est la date, on va dire, jusqu'à laquelle court le programme de rachat d'actifs de la BCE. C'est la date clé. Oui. Hein. Oui, et il faudra voir effectivement, et donc il est consistant, hein, il faudra voir si ce programme d'achat sera étendu ou pas. Ce qui est aussi très très important, c'est que si le programme d'achat court jusqu'à la moitié de l'année 2021, les taux d'intérêt vont rester bas, voire négatifs, jusqu'à beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'ils doivent terminer le programme d'achat d'actifs, ils doivent ensuite le diminuer, ils doivent ne plus acheter des actifs, et après seulement, ils pourront commencer à parler de hausse de taux, et donc ça, c'est vraiment pas avant la fin 2022, voire début 2023. Ouais, et sur le caractère stabilisé des marchés, vous en pensez quoi? Il dit, voilà, pause aussi monétaire, parce que les marchés sont désormais stabilisés. Ils s'avancent ou c'est la réalité pour vous? Non, le sentiment, c'est que les marchés ne sont pas complètement déconnectés de cette réalité-là. Les marchés, par contre, ont pleinement intégré cette reprise en racine carrée. Donc, ils se sont normalisés parce que l'essentiel des dégâts sont derrière. Mais enfin, on sent bien qu'ils ne sont quand même pas revenus complètement à là où ils en étaient. Parce donc, les marchés, pardon, vous disiez, les marchés sont connectés ou déconnectés? Je dirais que les marchés reflètent bien. Ils sont connectés à la réalité, mais ils ont énormément anticipé l'intégralité de la reprise, si vous voulez. Donc, si cette reprise se déroule mal, eh bien, les marchés souffriront. Et si, quelque part, cette reprise se déroule bien, les marchés risquent de ne pas faire grand-chose parce qu'ils ont intégré énormément de cette reprise-là. Donc, ils ont l'air, finalement, assez cohérents, seulement beaucoup en avance, en réalité. Ouais. Pourtant, c'est l'FMI qui disait il y a quelques jours que les marchés étaient comme jamais déconnectés des réalités économiques. Hein. Oui, écoutez, moi, faisons l'exercice ensemble. Que nous disent les marchés aujourd'hui? Probablement que le pire est derrière, que la route de la normalisation est encore longue, que le soutien monétaire et fiscal va rester très présent tant que les économies ne se sont pas pleinement remises, mais enfin qu'il y a quand même un filet de sécurité, et que les taux vont rester à zéro, voire négatifs pendant au moins 2 ou 3 ans. Vous les metteriez où, les marchés? Est-ce que vous les metteriez vraiment 20% plus bas? Est-ce que vous les metteriez 20% plus haut? La réalité, c'est qu'ils reflètent peut-être cette réalité-là d'un retour à une croissance faible avec peu d'inflation et des taux bas. Un expert me disait que 90% de la hausse du rallye boursier depuis avril était due à l'action des banques centrales, à la liquidité, la surliquidité abondante. On dit que ce n'est pas très rationnel tout ça, non? Je dirais que c'est très juste, mais ça fait partie des fondamentaux. Si vous me dites que les taux d'intérêt vont rester bas pendant 2-3 ans, et ils restent bas, pas parce que les banques centrales le souhaitent, ils restent bas parce que la situation économique le demande, l'exige. Hein. Et donc, effectivement, ça veut dire que les niveaux de valorisation vont monter, mais la réalité, c'est qu'on va aussi retrouver une croissance bénéficiaire. Elle sera faible. Il n'y aura pas beaucoup de croissance des profits et de génération de richesse par les entreprises dans les 2, 3, 5 prochaines années. Mais enfin, il y aura quand même une croissance positive. Donc, un tout petit peu de croissance bénéficiaire et puis des taux qui restent très très bas, si on fait son exercice, ça nous met les marchés à peu près au niveau où ils sont actuellement. Ouais. On sent que la psychologie a un petit peu changé sur les marchés. Il y a eu pas cette euphorie, mais ce rallye sur avril-mai. On sent que là, il y a cette prudence encore de nouveau. On est autour de 5000 points sur le CAC 40. Pourquoi d'ailleurs? Parce que la crise sanitaire n'est pas résolue, notamment aux États-Unis, ou c'est pas seulement ça? Oui, pour ces deux raisons. Un, parce que la crise sanitaire n'est pas complètement résolue et donc on sait que la confiance ne va pas complètement revenir. Et deux, parce que quelque part, la partie facile de la reprise économique est maintenant derrière. Ouais. Arrive la partie laborieuse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comble les 5, 10, 15% d'écart au potentiel dans les 18 mois qui viennent. On les comble avec beaucoup de licenciements, vous avez vu, hein. Notamment on est en France, mais vous êtes en Suisse, vous, mais Air France, Renault, Airbus…
Voilà, on sent que ça va être... Ça incite pas à consommer, ça, non? Il y a encore des dégâts, et donc quelque part maintenant les marchés ils sont un peu entre deux eaux. Hein. Ils voient bien que le pire est derrière, mais enfin que ce qui nous attend est quand même très laborieux, et donc voilà, il y a un peu ce niveau sur lequel on se concentre aujourd'hui. Quand on voit qu'Apple pèse quasiment autant, presque, hein, que le CAC 40, que Tesla vaut plus en bourse que Toyota, Toyota qui vend, j'ai fait le calcul, 27 fois plus de bagnoles. Oui, Il n'y a pas quelque chose quand même qui cloche dans la valorisation de la tech américaine plus que jamais? ce qu'il y a derrière, c'est la technologie. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, hein, le débat, quelque part, se joue sur le marché aujourd'hui. C'est qu'on sent bien que dans le monde qui nous attend post-Covid, c'est pas une nouvelle réalité, mais enfin, on va exacerber quelque chose qui était déjà en place. C'est quelque part ce positionnement très très fort de la technologie. Et quelque part, Tesla est vu comme un producteur de voitures avec cette petite avance au niveau de technologie. Donc, vous regardez le Nasdaq aujourd'hui. Donc ça ne vous choque pas, un Nasdaq qui prend 30% au deuxième trimestre, qui a largement effacé la crise boursière? C'est un pari sur l'avenir. Est-ce que l'avenir sera fait d'autant de technologie que ce que les marchés semblent nous dire? C'est vrai qu'il y a cette tentation. Hein, si on doit favoriser deux secteurs dans les années à venir, on sent bien quand même que la technologie et la santé sont deux secteurs qui vont avoir la part belle. Probablement que l'énergie, avec un prix du pétrole bas, et les financières, avec des taux d'intérêt qui vont rester bas, vont un peu être les secteurs pour qui la situation va être un peu plus laborieuse. Donc il y a vraiment cette dichotomie entre les secteurs qui ont une avance et quelque part les autres qui vont être un peu en retard. Samy, dernier point avant de se quitter. J'ai noté, je me trompe peut-être, une espèce de surperformance du marché action européen, des indices boursiers européens, depuis maintenant quelques jours, quelques semaines par rapport au marché américain. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de repricing du risque américain, notamment parce que les cas de contamination flambent? Oui, alors le marché américain avait pris beaucoup d'avance et puis maintenant ça c'est vrai, vous avez raison. Voilà, et le marché européen est en train de rattraper. Ce qui a beaucoup aidé l'Europe, c'est effectivement la meilleure gestion de la pandémie par rapport aux États-Unis, mais aussi que les autorités européennes ont vraiment fait un effort incroyable de cohésion, le plan de reprise européen. On sent que finalement dans la gestion de la pandémie, mais même quelque part dans les outils de politique économique. Les Américains, ils ont mis le paquet, que ce soit la Fed ou le gouvernement, parce que le plan de relance européen, pour l'instant, il est en discussion, il n'est pas effectif. Hein. C'est tout à fait vrai, mais on va dire c'est plutôt attendu que les États-Unis fassent beaucoup, et généralement c'est l'Europe qui n'arrive pas à vraiment avancer. Et aujourd'hui, l'Europe a montré qu'elle était quand même capable d'avancer, et donc les marchés éliminent un petit peu une prime de risque en quelque sorte. Hein. Ils éliminent un facteur de risque et ils se disent non, les autorités européennes se sont mises à l'endroit. La BCE a montré qu'elle était quand même présente, les autorités fiscales aussi, et donc on enlève un petit peu de ce risque qui est si caractéristique de l'Europe quelque part. Voilà, merci d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir. Hein. Samy Char, donc chef économiste de Lombard-Odier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. On se voit à la rentrée, vous viendrez nous voir en plateau, comme à l'époque. Merci. Merci Samy, bye bye, au revoir.